chers auditeurs, bienvenue sur Chemin Durable, le podcast marseillais des entrepreneurs engagés. Bonjour à tous, on se présente Laurence et Clélia, deux amies qui avons travaillé dans l'environnement. Aujourd'hui, on a décidé de créer un podcast. Ça nous permet d'explorer les initiatives locales de développement durable applicables en entreprise. Pour cela, nous sommes partis à la rencontre de porteurs de projets novateurs. Ce sont des femmes et des hommes engagés pour un entrepreneuriat qui prend en compte l'environnement et l'humain. On a donc décidé d'aborder différentes thématiques de la responsabilité sociétale des entreprises sur lesquelles les PME peuvent s'engager. On mettra en lumière des actions concrètes qui peuvent favoriser les conditions et relations de travail, l'impact environnemental et le développement local. Après cette introduction à la notion de responsabilité sociétale de l'entreprise, on s'est fait la réflexion qu'il y avait deux manières d'aborder la RSE. Par secteur d'activité, ou bien en fonction de la motivation individuelle de l'entrepreneur pour une thématique en particulier. On a favorisé cette dernière option dans la mesure où, 9 fois sur 10, les actions qui sont réellement mises en place dépendent de la motivation et de l'attrait de la personne chargée de la transition dans l'entreprise. Comme première motivation, nous avons choisi l'alimentation. Pour Chemin Durable, c'est un sujet qui est cher à la culture française, qui rassemble, qui est propice à l'échange et à la construction, et surtout qui plaît à tout le monde. Quel que soit le secteur d'activité, l'alimentation durable peut être une solution. Pour les salariés, ce sera une source de bien-être et de motivation. Et par conséquent, ça devient un enjeu managérial et RH pour le chef d'entreprise. Celui-ci peut aussi y voir une opportunité d'affaires. On pense notamment aux restaurateurs innovants. Et enfin, pour les acteurs du changement, l'alimentation durable est un support d'expérimentation et de sensibilisation. On a donc fait un tour d'horizon entrepreneurial sur ce sujet. Si l'alimentation est un sujet qui vous attire, que vous souhaitez mener des actions dans ce sens au sein de votre entreprise ou simplement faire vivre une expérience agréable et originale à vos collaborateurs, je vous invite à vous rendre sur le Technopôle de Château-Gombert où se trouve actuellement un restaurant très inspirant. Il s'appelle Le Présage et a la particularité de fonctionner avec l'énergie solaire. Et ça, c'est une grande première en France. Et même en Europe. En effet, il existe des fours à énergie solaire qui permettent de faire du pain ou du snack. Mais c'est la première fois que l'on entrevoit l'ambition d'une cuisine professionnelle à base d'énergie solaire. Et c'est à Marseille que la magie a lieu depuis maintenant 4 ans. On s'est rendu sur place pour répondre à cette première interrogation, à savoir quelle a été la motivation derrière cette idée lumineuse. Le fondement, c'est se dire que l'acte de manger est au fondement même des sociétés. Et du coup, nous, on s'est donné pour mission de transformer nos sociétés en transformant la manière dont on mange. Ça, c'est la mission que nous nous sommes donnés, les 7 associés fondateurs, lors de la création de la société. L'idée, c'est d'avoir une démarche sur des valeurs outrepasser tout ça de bienveillance, de machin et tout, très classique. Nous, ce qu'on a envie, c'est d'être ludique, d'être joyeux. En fait, on a envie de faire goûter l'expérience d'un futur délicieux. Et donc, on recherche à questionner, interroger nos convives sur leur relation globalement à la nourriture, mais du coup à leur société, à travers une expérience simple, média, qui est une assiette. Et c'est ça qui va nous permettre de parler au ventre pour éveiller les esprits. Pierre-André Aubert fait partie de ces nouveaux entrepreneurs, au profil multiple puisqu'après une formation d'ingénieur, il a suivi un CAP cuisine. C'est en associant ces deux passions et en unissant les envies et connaissances d'autres associés qui est née l'idée de créer un écosystème de restauration. Pour en arriver à la volonté de faire vraiment un lieu systémique avec une zone de production, le restaurant dans un bâtiment bioclimatique, la transformation avec l'énergie solaire, mais pas que. On a déjà commencé à expérimenter avec du biogaz, la transformation de nos propres déchets en méthane, et justement, ça fait partie de la boucle de rétroaction, c'est-à-dire les déchets redeviennent des matières premières pour le jardin, pour l'énergie de la cuisine. C'est quelque chose de vraiment global. Au départ, ce sont 4 personnes qui se sont réunies autour de ce projet.
2 ingénieurs, un cuisinier et un designer. Progressivement, plusieurs profils se sont joints à l'équipe de manière ponctuelle, par curiosité ou par conviction. Vous l'avez compris, il y a de la poésie dans ce projet, puisqu'il est question de donner envie d'imaginer une autre forme de consommation hors domicile. En effet, la force de l'énergie solaire, c'est que le chemin est direct entre la source d'énergie et la plaque de cuisson. En 8 minutes, on peut commencer à cuisiner. Finalement, il y a cette volonté de revenir vers la notion d'abondance puisque le soleil est une énergie inépuisable et extrêmement puissante. Concrètement, cette cuisine fonctionne grâce à 2 éléments. Une sorte de parabole qui est constituée de plusieurs miroirs. Il renvoie les faisceaux de lumière solaire vers un autre miroir, situé sous une plaque en fonte. En concentrant la lumière par un jeu de miroir en la faisant taper sous une plaque en fonte, on chauffe directement cette plaque en fonte. Et on la chauffe dans une toute petite zone, ça fait 1 mètre par 60, celle qu'on utilise, mais dans une petite zone de presque 30 cm de diamètre, on monte à très haute température. Et on chauffe que cette zone-là, on va monter jusqu'à 400 degrés. Donc en fait, dans cette petite zone, on a un point de chauffe, un feu fort en fait. C'est un feu vif, on peut cuisiner dessus, saisir une viande, enfin voilà, les choses classiques. Puis si on veut baisser le feu, en fait on va déplacer la casserole, on va l'éloigner de ce point chaud. Et donc sur les bords du fourneau, on va pouvoir laisser mijoter. Il faut donc jouer avec le soleil pour capter les rayons les plus intenses et le plus longtemps possible. C'est pourquoi le mécanisme prévoit un réglage en fonction de l'avancement de la journée, mais aussi de la saison. Si cette rapide synthèse ne vous a pas suffi, sachez que l'équipe est toujours disposée à répondre aux questions des curieux venus se restaurer. Nous, on a surtout voulu savoir s'il était possible de cuisiner en dehors des conditions idéales d'ensoleillement que l'on connaît bien dans cette partie de la France. Il n'y a pas de batterie pour stocker l'énergie. Il n'est donc pas possible de cuisiner lorsqu'il n'y a pas du tout de soleil. En revanche, lorsque celui-ci est simplement timide, il est toujours possible d'adapter les menus. Par exemple, faire bouillir de l'eau pour des pâtes demande beaucoup d'énergie, ce serait une recette à proposer un jour de beau temps. La météo permet une visibilité correcte sur 3 jours. C'est une contrainte, mais pour Pierre-André Aubert, c'est une contrainte ludique, et les cuisiniers apprennent à jouer avec les différentes recettes. Pour cela, le restaurant ne propose d'ailleurs que des menus courts, 2-3 entrées, 2-3 plats, 2-3 desserts, qui s'adaptent à l'énergie nécessaire à leur réalisation. L'innovation ne s'arrête pas là, ingénieur oblige. Dans sa démarche globale d'autonomie énergétique, l'équipe a également expérimenté la production de biogaz. Ils ont réussi à transformer leurs déchets de cuisine en énergie et ainsi produire l'équivalent de 30 minutes de cuisson supplémentaires. Et même si cette solution a dû être mise de côté parce que les microstations de méthanisation ne sont pas encore autorisées, c'est néanmoins très encourageant pour l'avenir. En attendant, si les conditions sont vraiment défavorables, il y a en permanence un complément d'énergie grâce à l'installation électrique classique qui alimente notamment le frigo. Voilà pour le côté innovant qui inspire un avenir culinaire original, reconnecté à la saisonnalité et au terroir. L'innovation n'est pas la seule motivation de cette jeune start-up. Il y a aussi depuis quelques années maintenant une préoccupation bien réelle à laquelle le restaurant s'engage à répondre, celle de bien manger, avec des produits frais, cuisinés sur place, en faisant passer un moment agréable aux visiteurs. On cherche à raconter une histoire à travers nos assiettes. Et notre identité, l'identité qu'on va transmettre à travers nos assiettes, est basée sur cette cohérence, sur cette idée de local, de saison. Et ça nous oblige du coup à forcément être créatifs, à aller chercher des choses, à aller découvrir notre territoire. Les herbes, toutes les aromates qui sont disponibles ici, peut-être les redécouvrir. On va travailler différemment, on va aller chercher d'autres herbes, on va aller faire de la cueillette sauvage. C'est des choses aussi qui, moi, m'intéressent beaucoup, et donc on va se retrouver à s'inspirer de traditions du monde entier, de cuisine, pour proposer des recettes avec des typiques, du coup j'aurais envie de dire typiquement provençal, mais c'est un peu difficile à entendre, c'est-à-dire que c'est fait qu'avec des produits locaux. C'est pour cette raison que le restaurant travaille avec un écosystème de fournisseurs locaux et engagés, comme la plateforme paysanne locale ou Terre de Mars pour les produits maraîchers,
l'épicerie Épices pour les produits secs, Loki pour les boissons. D'ailleurs, il propose du kombucha, une boisson rafraîchissante à base de thé, à tester. À moyen terme, le présage souhaite également créer sa propre forêt comestible. Alors, Kezako? Nous, on l'utilise volontairement pour raconter les différentes strates qu'il y a dans un jardin, un paysage en tout cas. C'est-à-dire, il y a des prairies, des plants de maraîchage, puis il y a des arbustes, et puis il y a des arbres. Et puis en fait, dans le sol, il y a les racines, il y a des champignons, et du coup tout ça, et l'interconnexion de tout ça, à un moment, c'est un peu de la forêt. Pour ce projet plus ambitieux, ils ont fait appel à des paysagistes et agronomes pour travailler sur l'aménagement d'un espace de 2000 m², planté d'essences aromatiques, fruitières et maraîchères, adapté au climat méditerranéen, qui alimenterait le restaurant en direct. Mais pour cela, il faudra être patient. Comme ce projet global requiert sûrement un fort investissement, mon côté entrepreneur a voulu savoir comment ce type d'entreprise atypique pouvait fonctionner dans l'économie actuelle. Comme tout projet innovant, il peut être confronté au scepticisme des investisseurs classiques. C'est juste une idée qui paraît absurde parce qu'on sait pas comment ça marche. C'est un outil, c'est nous qui l'avons créé. Donc je comprends tout à fait que des gens, quand on leur dit on a fait des outils pour faire la cuisine solaire, ils puissent pas trop comprendre ce que ça veut dire, quels sont les intérêts, quels sont les désavantages. Normal quoi. Donc même si le principe est assez ancien, aujourd'hui on a la capacité de le faire résonner dans notre société, chose qui n'était pas possible il y a 10 ans. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, un projet comme le nôtre a la capacité de voir le jour parce que il résonne avec des préoccupations sociétales. C'est comment on utilise cette curiosité, qualité que je trouve fabuleuse, la curiosité, pour embarquer les gens dans notre univers, dans notre récit, et surtout qu'ils passent un bon moment parce que c'est génial de faire manger avec de l'énergie solaire. L'enjeu, c'est de faire quelque chose de délicieux, que les gens passent un bon moment à un prix qui correspond au moment où ils ont vécu et qu'ils ont envie de revenir. C'est comme ça qu'on réussira notre pari. C'est la raison pour laquelle, avec son statut d'entreprise sociale et solidaire, le projet bénéficie d'un solide soutien des collectivités, de partenaires techniques et financiers, y voyant un bénéfice à long terme. Mais il a aussi fallu faire des concessions, ou plutôt des points d'étape, pour asseoir un premier modèle économique dans un délai raisonnable et ainsi convaincre les investisseurs. C'est pourquoi, avant de prétendre à un lieu regroupant à la fois une zone de production, un restaurant et un lieu d'accueil, il a été décidé de construire une guinguette. Elle est comme une vitrine, elle présage du restaurant à venir, avec l'avantage de se déplacer d'une saison à l'autre en fonction des sites disponibles. Pour se déplacer, elle a seulement besoin d'un espace dégagé de 100 m² qui permet d'accueillir la guinguette, le matériel solaire et l'espace d'accueil. L'année dernière, la guinguette avait élu domicile dans la manufacture d'Issy-Marseille, un Fab Lab de 3500 m² situé dans un futur écoquartier du 15e arrondissement. Cette année, elle vient de s'installer au Technopole Marseille-Provence à Château-Gombert. C'est un espace de 180 hectares au lieu de l'innovation regroupant 3 pôles. Formation supérieure, recherche et entrepreneuriat, avec 170 entreprises, 4000 salariés et 2600 étudiants. Inutile de préciser pourquoi, c'est une excellente opportunité pour le restaurant. Il pourra y faire connaître sa technologie, livrer ses repas aux alentours et accueillir des groupes. Nous, on a la petite prétention de toucher à beaucoup de choses, parce que nourriture, ça veut dire l'eau, l'énergie, les plantes, le climat, les déchets, donc voilà, on a plein de thématiques, et on peut les aborder de manière un peu détournée. Il est d'ailleurs question de mettre en place un cycle des conférences autour du concept de restauration solaire. Malgré tout, est-ce qu'à ce stade, et surtout dans les conditions actuelles, le restaurant peut espérer avoir une vision optimiste de l'avenir? C'est qu'aujourd'hui, on est en train de créer un projet avec des multiples entrées. On parle de solaire, on parle de biogaz, on parle d'alimentation, plein de briques en fait. Soit on développe, soit on co-développe, soit on va utiliser. Et dans l'innovation, c'est parce qu'on crée un écosystème autour de quelque chose qu'à un moment donné sort une solution qui est vraiment la bonne idée. Plusieurs pistes sont explorées, dont le déploiement de plusieurs guinguettes solaires sur la Méditerranée ou du conseil en maîtrise d'ouvrage pour des installations solaires en restauration.
Comme le dit Monsieur Friedrich Underwater, lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve, mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. Avec son restaurant, Pierre-André Aubert veut démontrer, même aux plus sceptiques, qu'un futur culinaire vertueux est techniquement et économiquement possible tout en préservant l'exigence de plaisir et de qualité qui fait la réputation de la gastronomie française. Et nous, on valide et on lui souhaite de réussir. Et vous, qu'en pensez-vous ? Si vous souhaitez réagir à cet épisode, apporter votre témoignage, être mis en relation avec les intervenants, n'hésitez pas à me contacter via mon LinkedIn au nom Clélia Echen. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. En attendant, passez une bonne journée et on vous retrouve dans notre prochain épisode. Avec la Draille comestible, Célia nous emmène à travers nos parcs et chemins favoris à la découverte de ces plantes sauvages pour un usage culinaire ou médicinal. À bientôt! C'est ça aujourd'hui la grosse difficulté à changer le monde, de laisser celui d'hier là pour aller vers le suivant, c'est que le suivant en fait on en a aucun imaginaire.